Bonsoir à tous. Tiens, j'ai oublié de mettre le casque. Je me lave vite. Voilà. Ah oui, j'entends mieux comme ça. Bonsoir. Ah oui, ça va mieux. Ce soir, deuxième émission de la nouvelle série, la série post-pathologique, post-curée. Autour de cette table, Victoria n'est pas là. Françoise m'a abandonné. Je sais pas. Enfin, elle est au téléphone, elle reçoit les appels téléphoniques. ADG qui remplace Françoise, il dit avantageusement, mais ça c'est pas évident du tout. Karl Lang, que vous connaissez, et Roger Hollande, que vous connaissez également. Vous voyez que ça va être une soirée quand même, finalement, sur le plan politique, assez modérée, puisque l'aile droite, l'aile centriste et l'aile gauche sont représentées au sein de la famille du Front National. Alors je ne dis pas qui appartient à quelle aile, je vous laisse deviner. Si vous m'entendez dire coucher, c'est pas du tout à ADG que ça s'adresse, c'est à Caramel qui, dont j'ai été obligé d'assumer la garde ce soir et qui donc est dans ce studio. C'est un chien. C'est mon chien, Caramel. Mais les auditeurs le savent. Il y a même des auditeurs qui ont envoyé, le docteur Caramelus a même écrit à Caramel pour lui expliquer comment il fallait se soigner. D'autre part, ah oui, je voulais dire à Catherine de Smith que j'ai bien reçu sa carte, mais que j'ai perdu son adresse pour leur répondre. Et donc, je les remercie, voilà. C'est un message personnel. Je voulais dire d'autre part que l'adresse du Libre Journal, je suis obligé de la donner parce que il y a beaucoup d'auditeurs qui téléphonent à Radio Courtoisie. Et à Radio Courtoisie, on ne connaît pas l'adresse du Libre Journal, donc je suis obligé de la donner le mercredi. C'est-à-dire que apparemment les bénévoles qui sont là ne la connaissent pas, quoi. Ils ne reçoivent pas peut-être. Si, pourtant, mais non, ils doivent pas lire. Enfin, peu importe, en tout cas, ils la connaissent pas, donc ils peuvent pas renseigner les auditeurs. Alors je la donne maintenant, puis je la donnerai maintenant à peu près tous les quarts d'heure, comme ça je serai assuré que ça sera retenu. Donc l'adresse c'est le Libre Journal de la France courtoise, mais si c'est trop long, vous mettez simplement le Libre Journal. L'adresse précise c'est 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. Et si vous voulez vous abonner, vous envoyez 600 francs à l'ordre de SDB. Si vous ne voulez pas vous abonner, vous n'envoyez rien, bien entendu. Mais si vous voulez envoyer quelque chose, c'est pas interdit, vous pouvez envoyer des timbres. Si vous envoyez 50 francs, vous avez un abonnement de 3 décades. Ce qui fait en gros un mois, pratiquement. Est-ce qu'on peut régler en chèque Tintin ou en bon de la Smeuse? Nous acceptons les bons de la Smeuse, les chèques Tintin, tout le monde accepte tout ce qui représente de l'argent. Les vieilles ferrailles, si vous apportez une camionnette, les bouteilles, une camionnette, les pots de lapin, ferrailles à vendre, enfin tout ça. Les emprunts russes, non ça merci, j'ai ce qu'il faut à la maison. Voilà, donc après avoir volé 5 minutes à Karl Lang, on va attaquer l'actualité. Je précise que si notre entretien avec Karl, qui va durer à peu près jusqu'à 19h, ne vous a pas rassasié, à 20h30 sur France 2, si je ne m'abuse, comme disait le docteur. 20h20, je crois, à partir de 20h20. Ah bon. Alors, je viens de répondre à une auditrice qu'en général, ça commençait en retard, les émissions, et que donc il fallait qu'elle programme son magnétoscope à 20h50. Donc elle aura perdu une demi-heure. Bon, alors je corrige. À partir de 20h20, sur France 2, Jean-Marie Le Pen sera affronté avec un type, je sais pas qui c'est d'ailleurs. C'est surtout Le Pen qui est intéressant dans cette histoire. L'autre, on s'en fout positivement. On dit que c'était sous la présidence de Paul Amar parce que Henri Pinder n'était pas libre. Ah oui. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire ça. Oui. Bien. Alors dans l'actualité, moi il y a une chose quand même que j'ai relevée, c'est que Omar n'est pas Omar, mais sa mère ne le sait pas, et donc ils ont trouvé un deuxième Omar. Et je me suis dit, quand j'ai entendu cette information, heureusement que ça ne s'appelait pas huître, parce qu'il y en a une douzaine. Donc là, avec Omar, on est quand même un peu tranquille, ça risque de pas aller trop loin. Non, ça t'inspire pas de commentaires, Alain? Il y a plusieurs Vergès aussi. Oui, je vois pas tellement l'intérêt de cette réflexion, mais c'est vrai. Il fait des choses merveilleuses, Vergès. Ah oui, il a fait condamner Omar. Il a fait condamner Omar, ce qui est bien. Bah si, c'est toujours un arabe en prison, hein, quand même, faut pas... Hein, bon. Je précise à l'usage des écouteurs de la police de la pensée que c'était une plaisanterie. Alors d'ailleurs, maintenant, on a le droit de blaguer. Ah oui, on a le droit de blaguer. Ah oui, tiens, voilà. Ça c'est quand c'est un gag. Mais on a le droit, vous savez, parce qu'on croyait qu'on n'avait plus le droit, parce que Char, qui avait fait des dessins
notamment dans Présent et puis aussi dans un album de bande dessinée merveilleux qui s'appelle Profanation, est poursuivie 17 fois parce que dans son album, elle a dessiné des personnages qui ressemblent à des nègres et des personnages qui ressemblent à des arabes, ce qui est vraiment une abomination complète. Et donc, elle est poursuivie par le parquet. Trouver les modèles en soldats. Roger, on n'a pas bien entendu. Où a-t-elle pu trouver les modèles en soldats? Elle a dû aller en Afrique, je pense. Je pense qu'elle a dû voyager, cette personne-là. Je vois pas autrement où elle aurait pu trouver des mots. Ou peut-être qu'elle regarde la télévision, parce que j'ai vu, il y a des groupes de rap qui chantent et on les reconnaît au fait qu'ils ont la casquette vers l'arrière. Les hommes ont la casquette à l'avant et les rappeurs ont la casquette à l'arrière. C'est à ça qu'on les connaît. Et donc, moi, je croyais que c'était interdit. Or, pas du tout, c'est pas interdit du tout. La preuve, c'est que le journal Info Matin, qui est en quelque sorte la version matutinale du Monde à l'usage des analphabètes et des illettrés, ou des moyennement lettrés, a publié un dessin de Monsieur Loup, grand militant antiraciste, qui montre, qui illustre une disposition que M. Méhaignerie voudrait prendre et qui permettrait de négocier avec les délinquants avant de les envoyer en prison. Ce qui permettrait d'éviter la surchauffe en prison. Et M. Loup, grand militant de l'antiracisme, a dessiné un avocat qui dit à Méhaignerie, mon client voudrait savoir s'il ne pourrait pas rendre le lecteur de cassette et garder l'autoradio. Et en deuxième plan, il y a le voleur d'autoradio qui tient encore l'autoradio dans la main. Et vraiment, quand on regarde ce dessin, étant donné les caractères physiques que le dessinateur M. Loup, antiraciste militant, a donné à ce personnage de voleur d'autoradio, on a le droit d'avoir des doutes sur l'idée qu'il veut faire passer. Et c'est au point d'ailleurs que la Griffe, vous savez que la Griffe est une association de lutte contre le racisme. La Griffe a donc envoyé au procureur de la République, au tribunal de grande instance, la lettre suivante. Monsieur le procureur, nous permettons de vous signaler dans le journal Info Matin du 27-28 mai 1994 une caricature du dessinateur Loup qui ne peut qu'être qualifié d'incitation à la haine et tomber sous le coup de la loi du 13 juillet 1990, dite loi Guesso. Nous supposons que le racisme de ce dessin, illustrant un voleur par une personne manifestement d'origine maghrébine, a échappé à votre sagacité et à celle des cellules contre le racisme mises en place par le ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à la cellule de coordination nationale. Nous supposons pourtant que la LICRA et le MRAP, si prompts à pourchasser le dessin, le propos et même l'intention raciste de la presse dite nationale, ont attiré votre attention sur cette surprenante assimilation. La Griffe n'ayant pas été admise à siéger dans les cellules antiracistes, vous pouvez cependant constater qu'elle veille à la stricte application de la loi. Nous ne pouvons pas croire qu'un dessin semblable, paru dans Présent, Rivarol, National Hebdo ou le Libre Journal par exemple, serait poursuivi devant les tribunaux, alors que Le Monde et ses émanations seraient dispensés de respecter les dispositions qu'ils ont été les premiers à appuyer. Alors ça me paraît tout à fait juste, effectivement, parce que le dessin de Loup, il faut bien le comprendre, pourrait laisser penser à des esprits pas avertis, ou à des esprits fragiles, qu'il y aurait un lien entre l'immigration et la petite délinquance. Or, nous savons de façon maintenant certaine que c'est pas parce que dans certaines prisons il y a 85% de locataires d'origine étrangère qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Ça n'a rien à voir. C'est bien. D'ailleurs, tous les sociologues. Ni le chômage, d'ailleurs. Ni le chômage. Puisque aux dernières législatives, M. Amar avait commencé l'émission, la première émission télé sur les législatives en disant comme il est bien entendu que l'immigration n'a rien à voir avec le chômage, il faudrait s'abstenir de parler de ça pendant tous les débats qui auront lieu sur notre chaîne. Mais si tu permets deux secondes, parce que je laisserai après la parole à notre secrétaire général, à notre ami Karl, puisque moi j'ai peu de choses à dire. Je te remercie de m'avoir invité pour parler de la fête. Mais il y a une dépêche CBS du 25 mai 1994 qui n'a pas été reprise par la totalité des journaux et encore moins diffusée aux télévisions. La Californie est l'État, soi-disant, le plus laxiste des USA en matière d'immigration. Alors c'est pour prouver où ça amène les élucubrations de tous ces soi-disant antiracistes et compagnie. Alors un groupe de citoyens a fait la collecte pour obtenir les 300 000 voix nécessaires pour demander à l'État la tenue d'un référendum. Si un groupe de citoyens amène 300 000 signatures, et tu as droit à un référendum. Au bout
au bout de 2 semaines, ils avaient obtenu 600 000 signatures. Donc ils ont arrêté la collecte et ils auront leur référendum en novembre 94. Ils n'ont pas droit à 2 référendums? Non, mais il faut voir un peu ce qu'est ce référendum. Un sondage fait apparaître que les 2/3 de la population votera son accord, dont une majorité de Noirs et d'Hispaniques installés dans l'État depuis très longtemps. Le référendum préconise arrêt total de l'immigration, renvoi de tous les clandestins, refus des soins aux clandestins, fermeture des écoles pour les enfants des clandestins. Voilà où en arrivent ces imbéciles avec leurs élucubrations. Voilà, nous avons jusqu'à présent défendu la patrie, nous n'avons jamais parlé de tout cela, on voulait simplement fermer les frontières, on voulait aujourd'hui les refermer de toute urgence, hein, et voilà ce que ça donne. Donc, lorsque M. Pasqua et Gobert et compagnie viennent nous rebattre les oreilles avec la montée du racisme, de l'antisémitisme, il faut d'abord bien savoir que dans ce pays, ce sont les adversaires du racisme et de l'antisémitisme qui l'ont créé de toutes pièces dans les 10 années qui viennent de s'écouler pour pouvoir le combattre. Et aujourd'hui, d'aberration en aberration, d'élucubration en élucubration, ils viennent s'apercevoir que ça grimpe et qu'il faut prendre des dispositions. Eh bien, c'est grâce à tous ces ozos que nous en sommes là aujourd'hui, que ce pays est aussi triste et que les gens ne savent plus quoi faire et que la politique semble ne plus les intéresser du tout. Moi, je trouve pas que ce pays est triste. Moi, je me marre bien. Je trouve ça très rigolo. Oui, c'est rigolo, mais enfin, c'est tristounet quand même. Quand tu vois les gens dans la rue, c'est assez tristounet. Il a fallu attendre 1995 pour qu'on se décide à mettre un PDG d'une grande multinationale en prison. C'est vrai que c'est en Belgique. Enfin, la Belgique, c'est avec un bout de la France qui est pas au courant. Ils sont pas au courant qu'ils sont français. Je pense pas que M. Tapie se risque à Bruxelles, c'est tout. Il faut mieux qu'il évite. Il faut mieux éviter de franchir le Kiev. Il a annulé son dîner débat en Belgique. Il paraît qu'il a annulé le match Pinot-Valenciennes aussi. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que Mélic a apporté un alibi à Didier, à DPV? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. À propos des fabricants de racisme, il faudrait quand même saluer avec beaucoup de... Voilà, quand je dis que la vie n'est pas triste, vous avouerez quand même que l'histoire Mouloud Malassi, pas Malassi, c'est Serge Malassi. C'est Madassi Mouloud, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mouloud Madassi, c'est quand même une histoire rigolote. Voilà un jeune homme qui est pris par les policiers, qui sont des menteurs comme tout le monde sait, et accusé, donc par des menteurs, d'avoir jeté des cailloux lors d'une manifestation. Alors qu'il n'était pas du tout en train de jeter des cailloux, il était au contraire, d'après ses explications, si j'ai bien compris, en train de ramasser les cailloux qui traînaient pour ne pas que les manifestants aient la mauvaise idée de les jeter sur les policiers. Donc il était en train de faire une espèce de ménage. Bâtir un mur. Oui. Puis peut-être qu'il voulait... Bon. Ou de les louer aux lanceurs. Non, il s'appelle Mouloud Madassi, que tu racontes ça, Et alors donc, il ramassait les... Bon, voilà un garçon, il est expulsé en procédure d'urgence en Algérie. Pourquoi en Algérie? Parce qu'il est algérien. Vous voyez, il y a donc une certaine logique dans ce système quand même. Immédiatement, il y a des milliers de gens, enfin des centaines, pas des dizaines. On a quelques personnes qui se mobilisent et qui disent, c'est pas possible, on peut pas renvoyer un Algérien en Algérie, c'est inhumain. Là, moi, je serais assez d'accord. Il faut bien reconnaître que, même pour un Algérien, ça va pas être très rigolo de vivre en Algérie en ce moment. Déjà, pour un Français, c'est pas marrant de vivre en France. Alors, pour un Algérien en Algérie, je vous dis pas. Et donc, il le renvoie là-bas. Grande manifestation, et on rappelle M. Mouloud Madassi. Qu'est-ce qu'il fait, M. Mouloud Madassi? Il revient. Il remercie. Et puis, comme il n'y a plus de pierres à lancer, qu'est-ce qu'il ramasse? Il n'y a plus de pierres à ramasser, il ramasse des mobylettes. Et voilà qu'il est en prison maintenant pour vol de mobylettes. Avec violence. Avec un couteau. Il a volé la mobylette avec un couteau ou le couteau avec une mobylette? Parce que ça, c'est quand même, c'est à établir. Et alors, voilà l'affaire. Qui est responsable de ça? C'est le juge qui l'a fait revenir, parce que si Mouloud, le petit Mouloud, donc je me rappelle, il y avait, donc à cette époque-là, après les manifestations, il y avait les jeunes qui défilaient et qui criaient, nous sommes tous des Mouloud, ou Mouloud avec toi, je sais pas quoi, nous sommes tous, bon. Donc il faudrait tous les foutre en tôle. D'abord, ça doit être tous des voleurs de mobylettes, ceux qui défilaient plus ou moins. C'est curieux, ils défilaient à pied d'ailleurs. Eh bien, pour pas se faire voler les mobylettes. Pour pas se faire voler les mobylettes. Non, ce qui est rigolo, c'est que pendant qu'ils défilaient, peut-être que Mouloud était en train de leur piquer leur meule. Bon, donc ce garçon, s'il était resté en Algérie, il n'aurait pas volé de mobylettes. D'abord parce qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup de mobylettes à voler. Et il avait été déjà incarcéré 2 jours avant et libéré. Alors, ça, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau délit. Maintenant, quand vous rentrez dans une entreprise pour voler le matériel,
c'est pas du tout un cambriolage avec escalade et effraction. C'est pas ça. Ça s'appelle squatter des locaux industriels. Tu as pas entendu, Alain, qu'ils ont dit ça? Ils ont dit le jeune Mouloud avait été déjà interpellé alors qu'il squattait des locaux industriels. Donc le truc, ça je donne le truc à nos jeunes auditeurs, si vous avez des problèmes d'argent de poche, n'embêtez pas vos parents, vous allez chez la voisine et vous faites main basse sur les économies de la voisine, mais si vous vous faites piquer, vous dites, mais j'étais pas du tout en train de cambrioler, j'étais en train de squatter. Et squatter, c'est chic. Squatter, c'est protégé par la loi. Vous avez l'abbé Pierre qui vient manifester avec vous. Mouloud Madassi, dès qu'il aura été remis à la disposition de ce pays, eh bien, il pourra de nouveau venir manifester avec vous et ramasser des pierres pour éviter qu'on les jette sur les policiers. Voilà. Donc ça prouve bien quand même qu'on a... Enfin, la morale, ça serait peut-être davantage de mobile et moins de mobilette. Merci, monsieur ADG. Karl Lang, un commentaire sur ces différents sujets. Je sais pas, peut-être sur effectivement le badge Pinot-Valenciennes, non? Oui, vous savez, l'incarcération, l'interpellation en Belgique de Pinot-Valenciennes ne me fait ni chaud ni froid. Ça m'est tout à fait égal qu'il règle ses affaires avec la justice belge. Je crois que cela fait partie de ses obligations. Ce qui nous embête beaucoup plus, c'est l'affaire Mouloud, parce qu'elle signifie parfaitement l'état de décomposition avancée de notre société. Une société qui est tout à fait incapable d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Une société qui est tout à fait incapable d'expulser des étrangers qui font la démonstration de l'agression du pays, et puis une société qui est incapable de faire respecter la simple justice de base. Et donc dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner que le pays soit en crise. Il est tout à fait intéressant de noter aussi, dans le dernier état de l'opinion 94, un sondage de la Sofres, un rapport tout à fait intéressant que j'ai découvert entre l'insécurité et le vote politique. Et on découvre que dans la France dite agressée, en situation d'insécurité, le Front National obtient 20%, alors que le Parti Socialiste et la gauche obtiennent 13%. Alors que dans la France protégée, le Parti Socialiste et la gauche obtiennent 25% et le Front National 12%, ce qui veut clairement dire que le Front National défend les Français, défend la France agressée, la France en difficulté, le peuple français, alors que la gauche ne défend plus qu'une certaine bourgeoisie socialiste, parfaitement protégée à l'abri des difficultés, qui sont celles du peuple français. Il faudra bien un jour que tout ceci termine. Alors, dans la série, quand même, des raisons, enfin, je ne dirais pas des raisons de se réjouir, mais des événements qui font que finalement la vie n'est pas si triste que ça, parce que même au sein des tragédies les plus noires, on a quelques occasions de rigoler. Il faut bien reconnaître que l'énorme canular de Bernard-Henri Lévy mérite qu'on s'y arrête peut-être quelques secondes. Ah oui, je pense d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen a adressé à M. Henri Lévy une lettre superbe, d'une ironie mordante et parfaitement assassine, dans laquelle il lui propose, si M. Henri Lévy désirait mettre sa peau au bout de ses idées, de lui fournir une instruction militaire de base, et Jean-Marie Le Pen proposait que 2 des membres de son cabinet, anciens officiers, lui donnent les rudiments lui permettant de survivre. Racouchot et Sido, qui sont des caïds dans leur spécialité. Voilà. Alors, Racouchot était, il faut le dire, au Liban. Absolument, il y a 10 ans. Et Sidos, qui est le neveu de Pierre, enfin un des nombreux... D'ailleurs, c'est une famille étonnante, je fais une parenthèse. J'ai appris que le fils de Pierre Sidos vient d'avoir la valeur militaire, il est capitaine, pour la valeur des services, enfin l'excellence de son comportement en Bosnie, où la citation indique qu'il a évité plusieurs fois des massacres sanglants par son sang-froid et la qualité de ses interventions. C'est un neveu de Sidos qui a sauvé le sous-marin. Vous savez, ce sous-marin qui a connu une tragédie où 10 membres de l'équipage et le commandant ont été tués. Eh bien, le neveu de Sidos était second à bord. C'est lui qui a sauvé l'engin. Et il a un autre neveu, donc qui est, pour revenir à ça, un des collaborateurs de Le Pen, et qui se propose, avec Racouchot, de venir donner des leçons, une petite formation militaire. Oui, alors c'est tout à fait intéressant d'observer aussi que M. Bernard-Henri Lévy, d'une part, ne met pas donc sa peau au bout de ses idées, d'autre part, ne met même pas sa liste au bout des isoloirs, puisque on est passé de l'insignifiant à la bouffonnerie totale, et on assiste aujourd'hui à des querelles absolument incroyables entre donc Schwarzenberg, Bernard-Henri Lévy et tous les autres. Cela ridiculise et discrédite, s'il en était un besoin un peu plus, ce qui se présente sous l'étiquette et sous le label des intellectuels de gauche.
On sait bien que ces gens-là n'ont jamais défendu les intérêts de la France et sont bien encore plus incapables de défendre les intérêts des peuples de l'ex-Yougoslavie. Permettez-moi de dire un mot à ce sujet pour rappeler que ce n'est pas M. Henri Lévy ni les autres qui régleront le problème de ce qu'on appelle la Bosnie, mais c'est par une solution politique que l'on pourra obtenir un jour ou l'autre la paix. Pour obtenir la paix, il faut appliquer un principe qui est celui du principe des nationalités, c'est-à-dire un peuple, une terre, un État. Si l'on ne veut pas imposer cette logique-là, et si l'on veut absolument imposer de manière artificielle la survie de ce qu'est la Bosnie en imposant une autorité bosniaque aux minorités croates et serbes qui vivent en Bosnie, nous n'aurons que la guerre civile. Perdurer et continuer sur cette ligne-là, c'est garantir la continuité de la guerre. Donc il faut une solution politique en respectant, en appliquant le principe des nationalités. Karl Lang, la position du front en ce qui regarde l'embargo, précisément. Écoutez, nous considérons, et nous l'avons dit, que la solution n'est pas là, et que seul un règlement politique peut permettre d'obtenir la paix. Il y a des réalités historiques dans cette région du monde, il y a des réalités historiques qui peuvent se concrétiser par les États. La Croatie est une réalité historique, elle dispose d'un État, la Serbie en est une. Il faut que la Bosnie soit partagée en permettant aux minorités croates et serbes de disposer d'une autonomie, d'une indépendance. Et cela permettrait d'ailleurs à la minorité musulmane de Bosnie de disposer d'un État bosniaque musulman. Mais à vouloir préserver absolument de manière artificielle au nom d'utopie de gauche dont on sait bien où elle mène, cette fantasmagorie, la possibilité que ces peuples coexistent entre eux, eh bien c'est criminel. C'est criminel, c'est une faute politique, alors que partout dans le monde on s'aperçoit justement qu'on ne peut pas faire, sauf par la manière de la force et la manière dictatoriale comme était l'État communiste, faire coexister arbitrairement des populations qui veulent leur souveraineté, leur indépendance et leur identité, et c'est bien naturel. Mais je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une formidable hypocrisie dans l'histoire de la levée dans cette histoire de levée d'embargo, parce que la levée d'embargo consiste à dire on va donner des armes aux Bosniaques parce que on reconnaît que malgré l'embargo, les Serbes reçoivent des armes. Or, tout le monde sait de qui les Serbes reçoivent des armes. Les Serbes reçoivent des armes des Russes, essentiellement. Donc, la bonne logique voudrait qu'on dise, on maintient, nous, qui avons la responsabilité en quelque sorte de l'embargo sur les armes à destination des Serbes. On fait notre boulot, mais la Russie, qui fournit des armes aux Serbes, doit être sanctionnée et doit être frappée par les sanctions économiques qui s'attachent au non-respect des décisions internationales. Et si les Russes ne respectent pas l'embargo, il faut les punir en exerçant un embargo économique contre eux. Or ça, personne n'a le courage de le dire, parce que évidemment, c'est complètement contraire à la politique actuelle, à la fois de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, et qu'il est absolument exclu de contraindre les Russes à mener de les contraindre à avoir une politique cohérente avec celle de l'Europe et de la communauté internationale. Donc tout ça, c'est encore une fois purement et simplement des bavardages, ces histoires de levée d'embargo, parce que Bernard-Henri Lévy et tous les autres, et d'ailleurs Rocard dans cette affaire, c'est, je crois, définitivement ridiculisé. C'était un peu superfétatoire, mais enfin disons, ça termine l'affaire. C'est d'une hypocrisie formidable et d'une idiotie formidable que de dire qu'on va lever l'embargo sur les armes à destination de la Bosnie, alors qu'évidemment on ne le fera pas. Oui, d'autant plus que c'est une décision du Conseil de sécurité et qu'il semble tout à fait évident que la Russie mettra en place son droit de veto, et donc dans ces conditions-là, c'est parfaitement illusoire. Un dernier mot pour dire que si Bernard-Henri Lévy veut défendre la Bosnie musulmane, il y a une solution, c'est que lui et ses amis, eh bien, ils fassent comme certains intellectuels dans la guerre d'Espagne ou autres, eh bien, ils aillent constituer un bataillon de volontaires et qu'ils aillent se battre en Bosnie, au moins, même vous dire, et je il suis sera prêt crédible. à cotiser pour les équiper. Et moi, s'il faut fournir des équipements militaires à M. Glucksmann, à M. Bernard-Henri Lévy, à M. Pollack, à M. Touraine, il y a Touraine, hein. Donc, moi, j'équipe il n'y a pas de problème. M. Pollack à l'œil, ouais. Oui, oui, c'est ça. Avec le vieux matos que tu as rapporté d'un dos. On peut faire des souscriptions, chacun prend son... Ah oui, oui, absolument. Chacun prend son intellectuel, moi j'en prends un. On parraine. Monsieur Pollack. Adopter un intellectuel. Oui, oui. Équiper comme avant, exactement. Chacun équipait son mousquetaire. Et oui, et ben voilà. Donc, Pollack, si tu nous écoutes, je sais pas pourquoi je le tutoie d'ailleurs,
Pollack, si vous nous écoutez, vous adressez à Roger Hollande, CNC, tu peux donner le numéro de téléphone. CNC, il y a un équipement. On a tout l'argent qu'il faut pour s'équiper. Bande moltière, casque à pointe, non pas casque à pointe, parachute troué, enfin tout. Voilà. Je voulais quand même dire un truc, parce qu'il faut quand même que les amis qui nous écoutent sachent quand même comment a été montée la liste de monsieur Bernard-Henri Lévy. C'est de l'intox, c'est de la manipulation, c'est proprement une affaire honteuse. Hein. Monsieur Bernard-Henri Lévy est soutenu par Le Point, qui lui assure ses fins de mois. Hein, puisqu'il est royalement payé pour une page qu'il fait ou qu'il ne fait pas, j'en sais rien. On parle de lui d'ailleurs. Hein, bon, et oui, il ne parle que de lui. Bon, Le Point donc soutient monsieur Bernard-Henri Lévy, demande un sondage sur cette liste à monsieur Lèche de l'agence Ipsos. Mais monsieur Lèche, lui, sort un sondage qui donne 12%, comme ça, tac, en une nuit, 12%. Hein. Et monsieur Lèche, qui est monsieur Lèche? Monsieur Lèche est un type qui a été viré de l'IFOP il y a 2 ou 3 ans pour avoir truqué un sondage. Et ce sondage était demandé par monsieur Stoléru. Et alors, il avait donné le sondage comme quoi il y avait 72% des Français qui étaient pour l'immigration et 28% qui étaient contre l'immigration. Bon, ça fait un scandale, hein, et on s'aperçoit qu'en définitive, le sondage donnait 28 Français pour l'immigration et 72% des Français contre l'immigration. Et que dit monsieur Lèche, l'homme qui a fait monter monsieur Bernard-Henri Lévy à 12 points en une nuit? Il dit, mais enfin, oui, j'ai inversé les chiffres, mais c'est monsieur Stoléru qui avait payé le sondage. Je ne pouvais quand même pas lui faire de peine. Mais ce que je dis est authentique, c'est authentique. Voilà les charlots qui manipulent les sondages. Hein, je suis sûr que si Lèche-le était là, il serait embauché, monsieur Lèche, à la propagande Staffel. Hein, parce que qu'est-ce qui nous casse les pieds avec leurs histoires? Les Boches ne faisaient pas mieux. Hein, c'est mieux quand même. Oui, mais enfin. Faut reconnaître. C'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est pas autre chose. Et ça, tous ces gars, s'ils ont des cartes de presse, devraient se voir virer immédiatement de la profession. Mais c'est une jolie histoire, effectivement, Roger. Oui. C'est une très jolie histoire. À propos de sondage, Karl Lang, on a vu les sondages sur tapis, frétillé d'une façon comique, il y a encore une raison de rigoler. Le lundi c'était 10%, le mardi c'était 6%, le mercredi 12%, le jeudi 9%. Alors, je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur les sondages parce que j'imagine qu'on doit avoir des opinions pas très éloignées, mais quelques mots peut-être sur Tapi, le personnage Tapi, oui. L'entité Tapi. Oui, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, les Français ont dépassé le niveau de saturation. Parce que ça fait 15 jours, voire 3 semaines qu'on entend parler que de tapis à longueur de journée sur les chaînes de télévision et les ondes de radio. Je crois qu'on en a par-dessus la tête d'entendre parler de monsieur Tapi, parce que monsieur Tapi ne mérite pas cet intérêt-là, il faut le dire clairement. Mais ce qui est aussi tout à fait intéressant à relever, c'est que la classe politique dans son ensemble, de gauche comme de droite, n'a trouvé personne à opposer en débat à Jean-Marie Le Pen. Et que le seul qu'ils aient trouvé qui soit en mesure ou qui ait la volonté d'aller s'opposer à Jean-Marie Le Pen, c'est Bernard Tapie. Or, Bernard Tapie est l'archétypique de cette classe politique parfaitement décadente. Chacun connaît le passé de Bernard Tapie, on ne veut pas le rappeler, mais s'ils n'ont que ça à opposer au Front National à Jean-Marie Le Pen, c'est que nous avons atteint effectivement nous sommes arrivés dans les bas-fonds de niveau de décadence de notre société. Mais je crois surtout qu'il faut qu'on cesse de parler de Tapie. Les Français en ont par-dessus la tête de Tapie et ils attendent du Front National et des hommes politiques qu'ils se préoccupent des difficultés qui sont les leurs, qu'on parle un peu moins de la Bosnie, qu'on parle un peu moins de Sarajevo, qu'on parle un peu moins des affaires de M. Tapie et de Pinot-Valenciennes et qu'on s'occupe des vrais problèmes du pays, le chômage, la violence dans les banlieues, l'insécurité, les impôts, les difficultés des jeunes, les difficultés de retraite, la sécurité sociale, bref, qu'un peu dans cette campagne, on s'occupe des Français parce que nous allons envoyer au Parlement de Strasbourg des élus français. Et non, ce n'est pas une élection européenne, c'est une élection nationale qui va permettre d'envoyer des députés français au Parlement de Strasbourg pour défendre les intérêts français, les intérêts du peuple français. C'est en tout cas dans cet état d'esprit-là que les candidats du Front National mènent leur campagne.
Alors, à propos de tapis, effectivement, on me fait remarquer une chose qui est tout à fait importante, je le signale, c'est que j'ai fait un papier qui est remarquable sur tapis dans le numéro 36 du Libre Journal. Donc, si vous voulez recevoir ce numéro, vous écrivez au 139. J'ai dit tous les quarts d'heure et je le fais toutes les demi-heures. Je suis correct, ouais. 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. Vous envoyez 27 francs. Mettez 30 francs, tiens, ça va plus vite à écrire. Si, c'est vrai, c'est plus vite, 30 que 27. Et puis on vous l'envoie par retour du courrier. Oui, alors je reviens à Karl Lang, parce que vous disiez, Karl, que l'Europe, enfin, la campagne pour l'élection européenne devait être l'occasion de parler non pas de billevesées du genre tapis ou d'affaires qui nous concernent finalement assez peu et sur lesquelles on a assez peu de prise comme la Bosnie, mais plutôt l'occasion de parler des vrais problèmes auxquels les Français se trouvent confrontés. Mais est-ce que ça veut dire que le Front National a décidé une fois pour toutes, au nom d'un slogan qui est très clair, qui est pas de cette Europe-là nous n'en voulons pas, ou pas de cette Europe-là, de ne pas parler de l'Europe, d'écarter le sujet, ou est-ce qu'il vous paraît définitivement écarté, secondaire? Non, je crois que ce qui est important, c'est compte tenu de l'état actuel des institutions européennes. La position du Front, c'est de se présenter à ces élections pour avoir le plus d'élus possible afin de défendre les intérêts français. Afin de défendre les intérêts français, cela veut dire que nous ne sommes pas dans cette logique européiste à finalité fédérale que l'on veut nous imposer. Nous sommes contre l'Europe de Maastricht, contre l'Europe de Schengen, contre cette Europe de Bruxelles, qui est une caricature de la confiscation technocratique et bureaucratique, mais cela ne veut pas dire que nous soyons anti-européens, mais l'Europe n'a pas attendu M. Delors pour exister. Il y a une réalité d'une Europe vivante, d'une Europe des peuples, d'une Europe des patries, d'une Europe des nations, d'une Europe des traditions, de la civilisation européenne, avec ses différentes cultures, ses différentes identités nationales. Tout ceci existe. Ce qui importe pour nous, c'est de préserver les spécificités nationales et les souverainetés des peuples et des nations dans le cadre d'une Europe, à condition que cette Europe ne se construise pas institutionnellement contre les nations et contre les peuples. Or, Maastricht, c'est une condamnation à mort des nations, donc de la souveraineté et à terme des libertés des peuples. Alors nous sommes européens bien sûr, de fait par l'histoire, mais nous ne voulons pas d'une institution européenne supranationale et fédérale, car elle est exactement contraire à l'intérêt de nos nations, donc à l'intérêt français. D'ailleurs, ça, c'est deux positions. Enfin, une position en deux points, en quelque sorte. C'est européen par la tradition, par la culture, et contre l'Europe destructrice. Ces deux positions que Blot et Martinez ont défendues d'une façon. Je dois dire que moi, je suis pas du tout un inconditionnel de qui que ce soit. Donc, pas plus parce que les gens sont au Front National qu'ailleurs. Mais là, c'était stupéfiant de voir à quel point, aussi bien Blot que Martinez, Blot chez À Bouillon de Culture dominait. La seule qui à peu près était au niveau, c'était Madame Carrère d'Encausse, à peu près. Mais les autres, c'était à pleurer. C'était terrifiant de voir la CONerie de ces gens-là, enfin la nullité. La sous-culture. Comment? La sous-culture. La sous-culture, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, là. C'est sous-culture que j'ai dit. Oui, non, oui. bon. Et puis, Martinez, dans L'heure de vérité, j'allais dire face au riz, mais on peut pas être face au néant. Alors, il a été prodigieux, hein. C'était un grand moment quand même. Parce que c'est vrai, Serge Beketch, que le vrai débat, le vrai choix aujourd'hui se situe entre ceux qui veulent préserver la nation et ceux qui l'ont condamné à mort. Et là, on comprend bien pourquoi il n'y a pas de débat entre M. Baudis et M. Rocard. C'est que dans le domaine européen, ils pensent exactement la même chose. Comme dans le domaine de l'immigration, comme dans le domaine de la logique économique, comme dans le domaine du libre-échangisme et du mondialisme, il n'y a plus de différence de pensée réelle entre le Parti socialiste et l'UPF, il n'y a que des différences d'intérêt. Et dans ce débat-là, effectivement, le vrai choix, le 12 juin, ce sera entre ceux qui sont de l'opposition nationale, représentés, incarnés par le Front National, et ceux qui sont dans la logique, soit gouvernementale, de la majorité gouvernementale, qui soutiennent l'actuelle majorité de Balladur, c'est le cas de Philippe de Villiers, et puis ceux qui sont attachés aux valeurs de si on peut appeler ça comme ça, de cette Europe à finalité fédérale. Donc le seul vote d'opposition nationale pour le 12 juin, c'est le vote Front National, si l'on veut que ce soit utile. Utile pour la France, utile pour le peuple français et utile pour préserver ce qui, depuis 1500 ans, a fait notre spécificité.
Alors bon, l'Europe, on en a parlé un petit peu, mais je dois dire on en entend parler un peu jusqu'à la nausée. Et je voudrais qu'on sorte un peu de ce sujet pour parler de quelque chose de précis, de récent. C'est votre voyage, Karl, en Nouvelle-Calédonie. Oui, absolument. Alors la première question, c'est pourquoi aller en Nouvelle-Calédonie en ce moment? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Oui, nous avons souhaité mener une campagne pour le 12 juin qui permette au Front National de s'exprimer sur tout le territoire national, y compris les départements et territoires d'outre-mer. Ainsi, Madame Le Pen et Monsieur Blot sont allés aux Antilles, Martine Louis-II est à La Réunion, et donc j'ai mené moi une délégation dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, avec ADG ici présent, et Pierre Durand. C'est un territoire que connaît aussi notre ami Roger Hollande, qui a été là-bas à plusieurs reprises. Alors nous avons souhaité rappeler là-bas que la présence française était une nécessité, et que le Front National entendait tout à fait garder notre territoire du Pacifique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Nous avons rencontré, je dois dire, en Nouvelle-Calédonie, des gens particulièrement attachants, des gens qui sont là depuis 3 ou 4 générations. Il faut savoir que c'est un territoire vide, il y a 170 000 habitants et il pourrait y en avoir 10 fois plus. C'est un territoire sur lequel travaillent des Français qui sont attachés à la France, qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles, mais la Nouvelle-Calédonie pourrait être un paradis français dans le Pacifique. Si la gauche n'avait pas, au début des années 80, mené une politique criminelle, car il faut savoir que les événements en Nouvelle-Calédonie sont de la responsabilité du Parti socialiste de François Mitterrand, qui ont organisé ensemble et préparé ensemble les événements, et durant les événements, ADG les a vécus, eh bien, les forces de l'ordre étaient préoccupées à surveiller, à contrôler les caldoches, alors que les terroristes et les extrémistes kanaks pouvaient se livrer en toute impunité aux exactions que l'on a connues. Donc le Front National a rappelé sa volonté de maintenir la France sur ce territoire, a rappelé son soutien à nos compatriotes français du Pacifique, et a rappelé aussi, annoncé aussi que nous allions, nous, lancer une grande campagne, une opération main propre en Nouvelle-Calédonie. Parce que si la gauche a été criminelle et a fait le jeu des indépendantistes, le RPR et l'UDF délèguent aujourd'hui les responsabilités de l'État au RPCR, ce qui est une absurdité politique et une faute politique gravissime. Il n'appartient pas à M. Lafleur, Jacques, de défendre les intérêts de la France. Cela devrait être de la responsabilité de l'État, des représentants de l'État français. Or, aujourd'hui, le RPR et l'UDF ne défendent pas les intérêts français parce qu'ils ne veulent pas assumer les fonctions d'autorité et de compétences qui sont les leurs. Alors nous avons souhaité lancer cette opération main propre, rappeler que la Nouvelle-Calédonie n'était pas une propriété privée, que nous n'étions pas dans un état de droit féodal, mais que la France devait faire respecter son autorité et ses compétences, et quelles que soient les conséquences de notre campagne, eh bien nous allons faire du ménage sur le territoire, et ADG travaille d'ores et déjà à la rédaction d'une brochure ou d'un livre sur le thème main propre sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, parce que nous n'entrerons pas dans la compromission avec cette caste politicienne qui se partage le pouvoir, mais qui confond les affaires et la politique. ADG. Oui, moi je suis bien entendu ravi d'entendre ce langage, qui est d'ailleurs dans la continuité de celui qu'a tenu Roger Hollande pendant des années. Mais que ça soit très très clair qu'effectivement on ne peut pas rester dans cette situation. Mis à part l'attachement, bien entendu, qu'on peut avoir pour la Nouvelle-Calédonie, je voudrais aussi qu'on dise bien, qu'on comprenne bien que ça n'est pas une danseuse, et que ce territoire bien géré, avec ses réserves fantastiques de nickel et d'autres choses qui sont là, dont on ne dit pas tout, parce qu'on nous cache bien des choses là encore, peut être pour le 21e siècle qui sera dans le Pacifique, le 21e siècle sera dans le Pacifique. C'est un atout formidable pour la France. Je ne parle pas du domaine maritime qui, avec Tahiti ou Wallis et Futuna, nous donne quand même un des plus beaux, un des plus grands domaines maritimes mondiaux. Comment expliquez-vous que Caramel Couché, s'il te plaît, il est en train de faire des bisous à Karl Lang, c'est un bon chien militant, mais enfin quand même pas pendant l'émission. Comment expliquez-vous, Karl, que le front qui avait marqué des points vraiment très très importants en Nouvelle-Calédonie, et qui à mon sens aurait dû
développer sa présence encore plus du fait d'une part de la corruption endémique qui règne au sein des équipes dirigeantes dans cette région et surtout de la dangerosité des mouvements indépendantistes. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu une espèce je ne veux pas dire d'immobilisme, mais presque, enfin, que ça n'ait pas plus convaincu les Calédoniens? Eh bien, parce que j'ai le sentiment, après avoir passé une dizaine de jours sur place, que les accords du Matignon ont donné l'illusion à nos compatriotes qu'ils pourraient ainsi obtenir la paix civile. En fait, c'est circuler pour moins bien sauter. Or, en signant ces accords de Matignon, nous n'avons fait que reculer des décisions qui, à jour ou l'autre, seront nécessaires, parce qu'en 1998, il y aura un référendum d'autodétermination. Or, depuis 6 ans et encore pendant 4 ans, rien ne se fait sur le territoire, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs, parce que personne ne vient prendre le risque d'engager des sommes afin de promouvoir le territoire, car on se demande à juste titre si dans 4 ans la Nouvelle-Calédonie sera ou non indépendante. Donc nos compatriotes là-bas ont pensé que c'était la solution la plus facile, mais c'était une solution à court terme qui ne règle pas les vrais problèmes de fond, et nous serons confrontés en 1995 pour les élections territoriales et en 1998 au moment du référendum d'autodétermination au choix essentiel. Quel est l'avenir pour la Nouvelle-Calédonie? Quel sera le rôle de la France? Et il faudra bien un jour ou l'autre que l'on réponde à ces questions. Donc nous travaillons sur la réalisation d'un projet pour la Nouvelle-Calédonie française. Nous allons redéfinir quelle doit être la mission de l'État et de la France sur ce territoire, et nous souhaitons que la France assume toutes ses responsabilités, car la décentralisation a entraîné des phénomènes d'affairisme et de clientélisme tout à fait scandaleux qui discréditent totalement le fonctionnement des accords de Matignon. Il y a là des choses qui sont exactement contraires à l'intérêt de l'ensemble des communautés du territoire. Nous ne sommes pas, nous, les défenseurs des Caldoches contre les Kanaks, nous sommes les défenseurs de tous les Français sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, que ceci doit être bien compris. Quand vous annoncez une opération main propre à l'italienne, est-ce que ça veut dire par exemple que certains élus du front pourront se porter en justice, se constituer devant les tribunaux contre les éventuels auteurs de malversations? Absolument, c'est notre objectif, et nous soutiendrons nos élus du territoire avec ADG pour leur permettre de réaliser cette opération. Ce ne sont pas simplement des mots, nous allons sortir des dossiers et nous allons nous mettre en situation de représenter la politique ou l'alternance possible sur le territoire pour les élections l'année prochaine territoriales. ADG, toi qui passes la moitié de ta vie en Nouvelle-Calédonie, pas tout à fait mais presque, est-ce que tu crois que réellement les Caldoches des villes éloignées ou de la brousse, je sais pas comment tu appelles ça, la brousse profonde, sont sensibles à la réalité politique de la situation? Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'ils se sentent face à un vide. Il y a un problème freudien de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de Jacques Lafleur. C'est vrai que on entend dire sans arrêt du mal de Lafleur, tout le monde dit c'est un brigand, c'est un voyou, c'est un affairiste, il fait ses affaires avant de faire celles du territoire, mais au moment des votes, c'est bien vrai que la majorité se retourne vers Jacques Lafleur. Cela dit, et Roger Olindre, qui est là, peut en témoigner, nous avons vu à certaines époques et à certains scrutins aussi, la manière dont Jacques Lafleur pouvait acheter les votes, par exemple chez les Wallisiens. Certain, il y a quand même une clientèle au sens romain du terme de Monsieur Lafleur là-bas, qui tient l'embauche, qui tient les banques, qui tient absolument tout. Et lorsqu'il y a des votes, il n'hésite pas à donner aux petits chefs wallisiens et autres de l'argent par chèque. Je l'ai vu glisser des chèques. Moi, je pensais que ça se faisait en liquide. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il n'a pas du tout eu cette bonne idée. Oui, non, mais j'étais présent dans son bureau. Je l'ai vu mettre des chèques dans la poche de la chemisette des gars qui étaient là, et qui étaient représentants, qui étaient censés représenter un certain nombre de votes. Il est bien certain que les 2/3 de Taïwan est une puissance économique en Asie.
alors que la Nouvelle-Calédonie est vide, et que pour le Front National, et Karl le sait très bien, et ADG était souvent présent avec moi, j'avais fait campagne pour envoyer, en 10 ans, 100 000 Français de métropole ou des dom-toms là-bas pour peupler ce territoire. Et tout le monde avait rayonné, c'était pas possible. Les Juifs ont amené 400 000 Juifs de Russie, en 6 mois, c'était possible. Nous, en 10 ans, on ne pouvait pas emmener 100 000 Français dans ce territoire vide. Oui, mais regarde, quand on emmène Mouloud Madassi en Algérie, regarde le raffut que ça fait. Alors, si t'envoies 400 000 Français en Nouvelle-Calédonie, que t'as des gens qui manifestent pour les faire rentrer... Pour la réalité des choses... Et qu'en plus, qu'en rentrant, ils se mettent à voler des ce que j'avais dit sur place, 100 000 en 10 ans, avec création d'une ou deux villes dans le nord, qui est encore plus... qui est encore plus profond. Ah oui, hein. Avec un port de guerre, avec ce qu'il fallait pour amener de... Alors, des questions à Karl Lang, il y en a plusieurs, mais on ne va pas toutes les poser faute de temps d'ailleurs. À propos de la Nouvelle-Calédonie, on entend beaucoup le Front National, dit un auditeur, mais comment se fait-il que l'on ne l'entend jamais à propos de Mayotte, ou à Mayotte? Écoutez, nous avons pris nos dispositions. Je dois rappeler que j'ai envoyé une délégation à Mayotte il y a 3 ans, et mon adjoint, Franck Timmermans, est sorti de l'avion, et dans l'aéroport, il a été interpellé par un colonel français qui lui a dit « Mais monsieur Timmermans, vous êtes représentant du Front National, vous reprenez le prochain avion, vous ne sortirez pas de l'aéroport. » Voilà. Alors, il est évident qu'il est assez difficile de faire de la politique dans ces conditions-là, et que si, sur ces territoires, le Front National n'est pas en mesure de prendre la parole, de s'exprimer parce que ça déplaît aux représentants de l'État, c'est une drôle de conception de la démocratie, mais nous avons été présents, je vous le dis, à la Réunion, dans les Antilles, en Guyane, dans les territoires d'outre-mer. Nous entendons défendre les intérêts français dans tous ces territoires. Je suis convaincu que le programme du Front National, les propositions du Front National, aujourd'hui, seront et dans l'avenir seront parfaitement bien accueillis, parce que nous avons en Guyane et aux Antilles des problèmes d'immigration, parce que nous avons sur tous les territoires et départements d'outre-mer des problèmes de compétitivité et de concurrence sauvage à l'égard de produits venant du monde entier, et que si l'on n'applique pas le programme du Front National qui consiste à protéger nos frontières, toutes nos frontières, de l'immigration et de la concurrence sauvage, eh bien nos départements d'outre-mer s'enfonceront les premiers dans la crise économique et sociale qui ne fera que s'aggraver. Donc nous tentons, dans la mesure de nos moyens, de nos faibles moyens, de nous faire entendre auprès de toutes nos compatriotes d'outre-mer, et nous le ferons encore plus activement dans les années qui viennent. Pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, un auditeur demande s'il n'y a pas une espèce d'incohérence à préconiser d'une part une diminution de la fiscalité et d'autre part le maintien de il dit la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est pas la colonisation. Et il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est un pays riche, parce que avec les mines de nickel qui sont exploitées sur place et transformées sur place par la société Le Nickel, qui est une société d'État, eh bien nous sommes le 3e producteur mondial de nickel. Alors s'il est un territoire parmi les dom-toms qui soit riche et qui puisse permettre à la France de participer à son développement, eh bien la Nouvelle-Calédonie en est un. D'autre part, c'est, comme disait Roger Hollande tout à l'heure, ce pourrait être une vitrine de la France dans le Pacifique. C'est dans le Pacifique que se feront les grands développements économiques et industriels du prochain siècle. C'est dans le Pacifique aujourd'hui qu'existent les seuls pays du monde où il y a des taux de croissance qui sont considérables. La pression démographique, la pression économique, la croissance se passe dans le Pacifique. Si nous abandonnions notre seul territoire nous permettant d'être présents dans cette partie du monde, ce serait une absurdité économique et particulièrement stupide dans le domaine social et concernant les intérêts français. Est-ce que le statut territorial est un bon statut de l'avis des experts du Front, ou est-ce qu'il faudrait... Il est évident qu'il va falloir revoir les deux statuts différents d'ailleurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, parce que nous souhaitons, nous, que l'État français, que la France ait un rôle bien plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous ne croyons pas, je vais vous le dire, à la décentralisation ni à la délégation des compétences, parce que cette décentralisation aggrave les processus dont on parlait de clientélisme et d'affairisme. Ces territoires ne sont pas des propriétés privées. Mais bon, alors, cette hostilité à la décentralisation, est-ce qu'elle va jusqu'à une adhésion
au projet Pasqua. Alors là, en ce qui concerne la réforme de l'aménagement du territoire, parce que il semble que Pasqua soit disposé à tempérer la décentralisation. Oui, d'abord, permettez-moi de dire que M. Pasqua parle de l'aménagement du territoire pour 2015. Alors en 2015, malheureusement, le problème ne sera pas de savoir comment on va aménager le territoire, mais qu'est-ce que sera devenu le territoire et qui l'occupera, qui l'habitera. Parce que si l'Europe de Maastricht s'impose, il y aura plus de frontières, il y aura plus d'État, il y aura plus de monnaie, il y aura plus de nation française, et si on continue avec la politique d'immigration, la communauté française ne sera plus qu'une communauté parmi d'autres. Donc il ferait mieux de se préoccuper aujourd'hui, en 1994, des problèmes de sécurité et des problèmes d'immigration, que de se préoccuper de l'aménagement du territoire pour 2015, que chacun fasse son travail. Cela ne veut pas dire que nous ne nous intéressions pas à l'aménagement du territoire, mais je vous dis que notre ligne aujourd'hui, c'est une ligne de critique de l'actuelle politique de décentralisation. Nous pensons qu'il faut préserver l'État et les moyens de faire appliquer les politiques de l'État national, car le vrai choix, ce sera soit l'Europe des régions, soit l'Europe des nations. Si l'on observe que l'ensemble de la classe politique est favorable à l'Europe des régions, c'est parce qu'ils ont comme principe de base de vouloir détruire les réalités nationales. Nous voulons préserver la nation et construire l'Europe des nations. Merci Karl Lang. Je suppose que vous allez rejoindre Jean-Marie Le Pen sur le plateau de France 2. Oui, Jean-Marie Le Pen est donc ce soir à 20h20 l'invité de France 2 dans le débat contre Monsieur Tapie, si on peut appeler Tapie Monsieur. Oui, ça serait quand même délicat de l'appeler Madame. Donc, on vient de me raconter une histoire qui est de la bouche du cheval, si j'ose dire. Bien entendu, je ne peux pas citer mes sources, mais c'est quelqu'un de TF1 que tu connais. Et qui m'a raconté que hier, conférence, Monsieur Carrérou a dit, ben voilà, nous avions le choix entre l'audimat et l'honneur, et nous avons choisi l'honneur en ne faisant pas passer Monsieur Le Pen face à France 2, qui lui a choisi l'audimat. Monsieur Carrérou a tout à fait raison de parler d'honneur. Je crois pas qu'on puisse être mieux placé que lui pour traiter de ce sujet. Je sais plus qui disait, qu'il y avait eu cette phrase formidable, c'était un corsaire français qui était confronté à un officier de marine britannique qui lui disait « Monsieur, les Français, vous vous battez pour l'argent, et nous, les Britanniques, nous nous battons pour l'honneur. » Et le gars lui avait répondu « Monsieur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. » Je crois que c'est ce qu'on fait. On va écouter un Bobino, peut-être. Dimanche 26 juin, fête de la courtoisie. Au palais de la Mutualité, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres dimanche 26 juin de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque accompagné d'une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 26 juin de 10h à 19h, fête de la courtoisie au palais de la Mutualité, entrée 150 francs. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Alors, je crois que j'ai un mauvais retour. Les appels des auditeurs. À propos de Mayotte, c'est une idiotie de garder cette île, nous dit un auditeur, car elle fait partie de l'archipel des Comores. Depuis, ils sont tous musulmans. Alors, moi, je suis allé à Mayotte. Je connais bien cette île, et je peux vous dire que là-bas, quand vous leur dites qu'ils font partie de l'archipel des Comores, ça leur fait dresser les cheveux sur la tête, ce qui est d'ailleurs un exploit parce qu'ils ont les cheveux crépus. Et c'est pas là qu'ils t'ont donné le permis de conduire? C'est là-bas qu'ils m'ont donné le permis. Oui, c'est vrai, j'ai même passé mon permis de conduire à Mayotte. Et les Mahorais ne se reconnaissent absolument pas
comme des Comoriens. Et d'ailleurs, le peuplement de Mayotte est un peuplement comorien partiellement et par immigration. Et c'est vrai que ce sont des musulmans, mais ce sont des musulmans d'un caractère un peu spécial, car il faut savoir que Mayotte est une société matriarcale. Autrement dit, c'est une des rarissimes sociétés du monde où les musulmans sont dirigés par Bobonne. Et c'est très rigolo parce que, par exemple, les maisons appartiennent, les maisons, les cases, appartiennent à la femme. Et quand il y a une rupture au sein du ménage, eh bien, le mari part en emportant son matelas. C'est tout ce qu'il a le droit d'emporter. Voilà. C'était notre rubrique « Le saviez-vous » Oui, puis il est bien entendu, si je peux dire deux mots là-dessus, que tous ces territoires et tout ce que nous proposons, c'est si nous avons le manche, si nous avons tout ou partie du pouvoir dans ce pays, si nous avons une partie du pouvoir dans ce pays que nous pouvons décider, on ne fera pas comme les autres, on n'en fera pas des assistés. Mais aujourd'hui, malheureusement, parler des dom-toms où les gens seraient assistés, il faut ajouter toute la métropole, parce que des assistés dans ce pays, il n'y a plus que ça. Quand on se penche un peu sur la question pour faire une enquête, le nombre d'assistés en France métropolitaine est absolument ahurissant. Alors que ces dom-toms, qu'il y ait des assistés ou non, on peut réduire le nombre de mains et on peut surtout faire en sorte que ces dom-toms deviennent des plaques tournantes de nos ventes à l'étranger, de notre industrie, des vitrines, chose qu'on n'a pas fait aujourd'hui puisque on les assiste. Bon, ben, nous, on veut pas garder ces territoires pour en faire des assistés, mais pas d'assistés métropolitains non plus. Alors, une information, c'est Dugatrouin et non pas Surcouf, ADG au coin, qui a dit, monsieur, chacun se bat pour ceux qui ne l'ont pas. Un auditeur dit le principe de subsidiarité n'est pas compatible avec le principe de décentralisation. Alors, ça ferait un débat, mais je crois que c'est exactement le contraire. Je crois que le principe de subsidiarité, il est très exactement homothétique au principe de décentralisation, puisque la subsidiarité, c'est à chacun selon ses moyens et ses possibilités. C'est-à-dire que les décisions municipales sont prises à l'échelon municipal, les décisions provinciales à l'échelon provincial, les décisions nationales à l'échelon de la nation. Et donc ça, c'est tout à fait cohérent, je crois, avec la décentralisation. Mais on peut en parler. Vite, je continue. Que je peux vous en dire non, une pas du tout, parce que bon, alors. Parce que je suis arrivée en retard, peut-être. J'espérais. Voilà. Il espérait la faire tout seul et que je lui couperais pas la parole. Ça y est, je lui ai Vas-y, coupé. ma cocotte. Émission intéressante d'une auditrice. Mais pourquoi cette fatalité? Accepter d'être toujours repoussé. Alors, le Front National est un parti légal ou non? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Oui. Oh, On va en parler. ces questions. Roger va nous raconter une histoire qui On est veut tout bien à fait, pas être repoussé, qui pose mais bien bon. cette question. Alors, une auditrice nous remercie d'avoir expliqué l'affaire Pinault à l'ancienne. Elle croyait, dit-elle, que c'était un match de foot. Heureusement, vous m'éclairez. Donc c'est Pinault qui a gagné par... J'ai dit que c'était un match nul, d'ailleurs. Un match complètement nul. L'autre gardien de but italien est en prison aussi. Dans la même... Attends, si tu parles dans Le le gardien de but italien est dans la même prison. Dans la même prison, oui, c'est vrai. Les personnes âgées vivant dans les quartiers envahis par la pègre, je n'arrive pas à lire le mot là. La pègre, je sais pas, je ne lis pas, sont dans la détresse, il faut les plaindre beaucoup, elles ne peuvent quitter leur logement et elles ont peur. Tout à fait vrai ça. Mais j'arrive pas à lire le mot, la pègre, j'ai pas bien vu. Un auditeur demande si nous avons vu le dessin de Plantu dans le numéro de l'Express qui présente Le Pen en uniforme avec des bottes et un brassard. Bon, ça le fait C'est pas C'est nouveau, tout le ça. temps. C'est tout le temps, c'est pas très original. Hein. Un auditeur fait remarquer que Claire Chazal a cité au journal de 20h les résultats des sondages pour les européennes. Elle a cité tous les mouvements, mais c'est même frappé, oui. Mais pas le Front National. Bon, alors je n'ai pas voilà, c'est un auditeur qui rappelle en disant vous avez déformé ma question à propos du principe de subsidiarité. Il avait non pas dit incompatible, mais le principe de subsidiarité n'est-il pas compatible avec la décentralisation? Alors évidemment, là la réponse est oui, et je veux dire, ça n'est pas moi qui ai déformé, c'est l'écriture de la téléphoniste. Voilà, je peux C'est prouver. pas beau de dénoncer cette Oh, il balance. moi, comment tu crois que j'ai réussi la brillante carrière que j'ai réussi, sinon par la délation? C'est Serge la balance. Sergio la balance, on m'a fait. Tapi dit que Le Pen devient dangereux car tous les hommes politiques reprennent ses idées. Oui, ça m'étonne pas que Tapi dise des bêtises. Quand il en fait pas, il en dit. Sur l'Europe,
On devrait dire, nous dit une auditrice, l'Union européenne et non l'Europe, car le continent existe depuis toujours, et cela éviterait des confusions. C'est tout à fait vrai. À propos de la Bosnie, alors je dois dire qu'il y a beaucoup d'interventions, il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est un auditeur qui dit que Bernard-Henri Lévy lui fait penser à ces mecs qui disent « à l'attaque, je garde les chevaux ». Il y en a un autre, une auditrice qui dit il a fait cette liste pour qu'on parle de lui et de son film à Cannes. C'est vrai que c'est une bonne promotion. Oui, c'est vrai. C'est pas pour ça que j'ai voir le film Non, d'ailleurs. moi non plus. Caramel, ne mange pas Roger, s'il te plaît. Mais nous, il mange les messages. Ah bon? Bosnie, la Bosnie n'est-elle pas un Roland du colonialisme turc, demande un auditeur, et par conséquent les anticolonialistes devraient être contre les Bosniaques. C'est pas faux non plus. C'est vrai que c'est le colonialisme turc qui a fait des Bosniaques des musulmans. Non, ADG il comprend pas ça. Ah, rien du tout. Bernard-Henri Lévy, non seulement il comprend pas, mais il fait pas d'effort pour comprendre. Bernard-Henri Lévy a eu droit à 1 heure de vérité complète et pas Monsieur Le Pen. Pourquoi? Ça, il faut demander à Madame. Comment elle s'appelle? Ah non, c'est Monsieur de Virieux. Et au marquis. Le marquis. C'est Monsieur de Virieux qui a supprimé de lui-même en disant que c'était le CSA qui avait demandé, et le CSA a fait passer un communiqué disant qu'il n'était jamais intervenu dans cette affaire. Donc merci Monsieur de Virieux. À Non, mais ils propos, ont choisi l'honneur. Une auditrice nous dit dans une émission où il était invité, Monsieur de Virieux s'est entendu demander par l'intervieweur, qui devait être encore un super doué, qu'est-ce que c'est le gadget que vous avez au doigt? Alors Virieux a répondu, mais madame, il s'agit d'une chevalière armoriée. Tout simplement. Bah, il est Virieux, ça c'est sûr. Il est marquis rouge. Le marquis de Virieux. À propos d'Omar, alors effectivement, un auditeur nous fait remarquer que Omar est exactement dans la situation de Shakespeare. C'est-à-dire, on disait, Shakespeare n'a jamais existé, tous ses livres ont été écrits par un autre qui s'appelait également Shakespeare. Donc, Omar n'a jamais tué Madame Marshall. Madame Marshall a été tuée par un autre qui s'appelait également En fait, Omar. est-ce qu'il ne s'agirait pas de Paul Omar? Ah, c'est l'homme des polders. Paul Omar, l'homme des polders. Du cirque polder. À propos de Monsieur Lèche, ah non, ça je peux pas lire ça. Ah si, oui, non, c'est pas joli, je peux pas lire, toi, parce que oui, c'est ce qu'il disait dans le privé. Donc laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Une auditrice demande à S2B, ça doit être moi, quand il invitera JMLP. Comment il sera libre? Qui sait ça? Bon, s'il s'agit de celui que je pense, il sera là la semaine prochaine. La semaine prochaine, il sera là. Normalement. Sous l'Ancien Régime, rappelle un auditeur, chaque village équipait un militaire, c'était toujours un housard. À propos de la proposition de Roger d'équiper Bernard-Henri Lévy pour la guerre. Mais il suffit de lui acheter d'ailleurs un antivol pour qu'il puisse garder les chevaux. BHL et Glucksmann demandent à un auditeur, sont-ils pour la levée des armes ou pour la levée de l'embargo sur les armes à destination des musulmans de la bande de Gaza? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Je suis pas certain que ce soit de nature à faire plaisir aux intéressés, mais enfin bon. Et enfin, un auditeur nous fait remarquer que, sortant du service militaire et ne disposant d'aucun revenu, il s'est présenté à l'administration pour toucher le RMI, et qu'on lui a répondu qu'il ne pouvait pas, puisqu'il n'avait pas 25 ans, et qu'il sortait du service militaire. Et il a appris à cette occasion qu'en revanche, les réfugiés bosniaques qui arrivent en France, bosniaques ou d'ailleurs, touchent bel et bien le RMI et ont la sécurité sociale à 100%. Donc ne vous embêtez pas, au lieu de faire votre service militaire, vous faites faire des faux papiers de bosniaques et vous arrivez en disant « j'ai un réfugié, j'ai besoin de manger, j'ai pas d'argent ». Et tac, tout de suite, ça... Non ? C'est pas une bonne idée? Tu veux pas faire ça? Tu sais pas prendre l'accent, toi aussi. Non, je sais pas prendre l'accent, mais des réfugiés, j'en ai vu chez toi, souvent. C'est pour ça que j'ai appris l'accent. Roger, est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots l'affaire de Fréjus? Oui. Et puis ensuite, en 3 mots, nous parler de la fête du CNC. Pas de problème. Parce que je veux par là Roland Gaucher, qui vient d'arriver, voudrait pouvoir présenter le dernier numéro du Crapouillot, qui est une petite bombe.
je veux pas là en même temps répondre à cette dame qui dit mais nous sommes toujours rejetés et autres, mais enfin c'est pas de notre faute. Dieu sait qu'on a fait l'impossible et on fait toujours l'impossible pour ne pas être rejeté, pour exister, pour se battre chaque fois qu'il le faut. Mais là je vais citer quand même un exemple qui est un exemple ahurissant. Le Cercle national des combattants avait prévu une grande manifestation pour le 40e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu à Fréjus. Bon, j'étais prévu, moi, pour parler à Nice la veille sur le thème « Ni fils ni FLN en France ». Donc, avec mon secrétariat, avec Madame Lezeau, avec le commandant Maître, le secrétaire général du CNC, nous avions préparé bien à l'avance la manifestation de Fréjus, étant donné que pour moi, c'était 2 jours avant que j'arrêtais de m'en occuper, parce qu'il fallait que je descende et que je sois en place le 13 à Nice. Donc, nous avions loué une salle à Mandelieu-la-Napoule, le Palais des Congrès. Et nous l'avions payé. 2 mois avant, nous avions payé le Palais des Congrès pour une somme de 22 000 francs. Bon, c'est ce que nos amis doivent aussi savoir. Pour un simple repas, pour organiser un repas, nous louons des salles, à des prix exorbitants. 22 000 francs uniquement pour avoir la salle, pour pouvoir déjeuner tous ensemble. Et nous avions commandé à un traiteur des repas, 350 repas. Nous en avions déjà payé 320 pour la somme que nous avions versée en 2 fois de 33 750 francs. Le jour où je dois arriver à Nice, le 13 au matin, Paris me cherche partout, mais j'étais allé voir la salle, j'étais allé voir les gens du Cercle national des rapatriés, de mon ami Perron, avec qui je devais faire le soir le meeting à Nice. Et on ne me trouve que l'après-midi. Et là, l'après-midi, j'apprends qu'il y a une lettre du Palais des Congrès de Mandelieu-la-Napoule nous disant que nous ne pouvons pas avoir la salle, qu'ils nous retirent la salle parce que nous sommes une association affiliée au Front National. Je téléphone et je dis au gars de la salle, j'arrive, et il me dit, Monsieur Land, qu'avez-vous à nous dire? J'ai à vous dire que nous serons là demain à 13h comme prévu pour le repas que nous devons prendre chez vous dans une salle que nous avons payée. Et le gars m'explique que ça n'est pas possible, qu'ils ne font pas de politique. Je dis, ça n'est pas de la politique, nous sommes une association reconnue d'anciens combattants, nous avons un invité d'honneur qui est Jean-Marie Le Pen et qui vient faire un discours à la fin du déjeuner. Nous serons là demain à 13h devant la porte et nous rentrerons. Le gars me dit, les portes seront fermées. Eh bien, c'est très bien, comme tout le bâtiment est en vitre, on rentrera en voiture directement dans la salle. Et j'étais fermement décidé à le faire. Bon. Et le gars m'explique que lui est un sous-fifre, que tout compte fait, il n'est que directeur appointé, sous-directeur même appointé, enfin, de fil en aiguille, je fléchis un peu vis-à-vis de lui, qui, c'est vrai, n'est qu'un employé. Surtout qu'il se démène pour nous trouver une salle de remplacement. Bon, je me déplace sur Nice, je vais au Plaza qui accepte de nous prendre pour 400 personnes, mais entre-temps, le traiteur nous envoie une lettre. Et le traiteur, à qui nous avions payé 320 repas sur les 350, nous dit qu'il ne nous servira pas, nous traitant de faux anciens combattants, et disant que nous sommes scandalisés mais pas étonnés du courage de ce parti et de ses membres dirigeants, d'autant plus, enfin bon, que nous nous cachons derrière les anciens combattants pour faire une réunion du Front National. Le Cercle national des combattants est un mouvement d'anciens combattants reconnus, déclaré. Il faut surtout dire que c'est un fou furieux, parce que j'ai lu la lettre. Bon, Roger ne va pas perdre de temps à la lire, mais c'est une lettre de dément. C'est véritablement une lettre de. Alors donc le gars dit non, je ne servirai pas. Sur la pression
décision d'un maire du secteur qui ne nous est pas défavorable, le traiteur accepte de nous servir. Parce que jusque-là, il avait dit, vos repas sont dans le frigo, vous venez les chercher avec une camionnette frigo et vous les servez vous-même. Bon, il accepte de servir, mais il demande quand je passe le voir avec le commandant-maître, qui est mon adjoint. On arrive là-bas, il nous avait préparé un petit poulet qu'il voulait qu'on signe, comme quand on s'engageait sur l'honneur et celui de tous nos membres, on n'a jamais autant parlé d'honneur que chez ces ordures, hein, à ne pas porter pendant les repas nos décorations, nos insignes, pas de banderoles, pas de drapeau dans la salle, et que si Le Pen prononce une seule fois le mot Front National, les serveurs et lui s'en vont. En plein service. Il est bien entendu que je ne signe pas ce papier. Bon, je n'ai pas donc la salle, je n'ai pas les repas, je lui demande de nous rembourser les repas. Il refuse de rembourser les repas, hein, donc nous n'avons pas les repas. Dans la nuit, nous nous défonçons pour trouver un restaurateur qui accepte de nous prendre et on tombe sur un type formidable qui accepte de nous préparer 400 couverts pour le lendemain. Tout ça étant traité entre 9h et 9h30 du soir. Hein, alors que le lendemain, on avait la manifestation à Fréjus, grande manifestation patriotique. Mais il est bien entendu que les couverts que l'on prend dans ce nouvel hôtel, nous les payons de notre poche. Puisque l'argent est bloqué par le traiteur, les repas sont bloqués par le traiteur. Et cet individu nous envoie une lettre disant qu'il a remis nos repas au Rayon de Soleil, une association de jeunes. Je téléphone au Rayon de Soleil et le directeur du Rayon de Soleil me dit « Les enfants ont été très contents ». Écoutez, monsieur le directeur, moi je n'ai rien contre vous, mais vous n'irez pas dire aux enfants, mais je vous le dis à vous, que ce sont des repas volés qu'ils ont mangés. Alors, tant mieux s'ils ont été contents, que vous aussi vous soyez satisfaits, mais qu'au moins vous sachiez que ce sont des repas qu'on nous a volés, que nous avons payés, on ne nous a pas rendu notre argent, et le traiteur a refusé de nous recevoir. Alors, en plus, pour terminer la chose, on est poursuivi par le traiteur. Vous savez, voilà le papier, on est poursuivi par le traiteur, par une lettre du 16 mai 94, on est poursuivi par le traiteur, parce qu'il nous compte ce que nous avons versé, hein, mais nous n'avons pas payé la location des chaises et des tables pour un repas qu'il a refusé de nous servir dans une salle que nous n'avions pas, hein, qu'on nous refusait, la déclaration florale, 3200 francs, enfin, on doit à cette ordure encore, d'après lui, 10 553 francs 20. Alors que lorsque dans un pays, des commerçants se permettent ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark et en l'occurrence au royaume de France. Et je pense que demain, il va falloir balayer toute cette racaille. Alors, que me disent les copains, mais tu as poursuivi? Mais oui, on a poursuivi, on a pris immédiatement un avocat. Tout ça va nous coûter de l'argent. L'avocat travaille bien? Oui, il travaille bien. Est-ce qu'il a fait toutes les poursuites? Oui. Mais alors vous allez récupérer votre argent? Oui, on pense dans 2 ans ou dans 2 ans et demi. Si le traiteur n'a pas fait faillite, avec ces méthodes, c'est assez probable qu'il va faire faillite. N'a pas fait faillite en attendant. Alors voilà. Je crois, Roger, il s'est permis d'interrompre. Je crois qu'il faut populariser le nom de ce traiteur. Oui. Bon. Je le ferai peut-être dans le crapouillot, mais pas avant le mois de juillet. Bon, alors Roger, maintenant, le CNC, la fête. Oui, alors pour laisser la place à nos amis qui viennent, je tiens à rappeler à tous les amis qui d'ailleurs nous téléphonent ou se posent la question, la fête du CNC, c'est le 19 juin 1994, de 8h30 à 20h au château de Neuvy-sur-Barangeon. C'est la sixième grande fête champêtre et familiale du Cercle national des combattants. À 10h30, messe traditionnelle par l'aumônier du CNC. À 12h, cérémonie des couleurs, remise de décorations. Nombreux restaurants, stands divers, sonneurs de soleil, la meute, espace enfants, petit train. À 16h, spectacle avec Jean-Paul Gavineau, un chanteur pied-noir qui va nous faire un récital de chansons patriotiques, le chœur Montjoie-Saint-Denis qu'il n'y a plus à présenter. À 17h, l'allocation de Roger Hollande, votre serviteur. À 17h15, grand discours de Jean-Marie Le Pen.
Alors, pour se rendre, pour ceux qui veulent partir, il y aura plusieurs cars qui partiront à Paris, porte de Saint-Cloud, devant l'église Sainte-Jeanne de Chantal. Il faut pour cela téléphoner à Madame Lezeau, au 40 59 07 66. C'est le numéro du CNC. 40 59 07 66. Excuse-moi Roger, mais j'ai vu que tu les mettais ensemble. J'espère qu'ils ne seront pas réellement ensemble. Tu dis meute et espace enfant. La meute ne sera pas lâchée dans l'espace enfant. Ni les enfants dans la meute. Le matin, on apprendra aux enfants à courir vite. Non, mais c'est pas, il n'y a pas de problème. Et puis alors, je veux aussi rappeler une chose qui me tient à cœur. Notre ami, le commandant Cabiro, un des héros de l'armée française, un des officiers les plus décorés de l'armée française, est mort voici quelque temps, et la promotion des cadets de cette année 1994 portera le nom de commandant Cabiro. Et le 31 juillet 1994, il y aura à 10h au château la messe traditionnelle, à 11h le triomphe des cadets de France et d'Europe, baptême de la promotion du commandant Cabiro, héros de l'armée française. Et à 13h, grand banquet familial. S'inscrire au CNC, téléphone 40 59 07 66. Pour avoir le numéro du CNC pour ceux qui ne l'auraient pas enregistré, il suffit de téléphoner à n'importe quel bureau du Front National dans tout Paris et dans toute la France. Et je vous recommande, alors pour une fois, la fête du CNC du 19 juin n'est pas en concurrence avec la fête de Radio Courtoisie qui a lieu le 26 juin, donc on peut aller aux deux, et j'aurai les noms de ceux qui ne viendront pas. Et puis, si vous n'avez jamais vu le triomphe des cadets, je vous recommande vraiment d'aller à Neuville le 31 juillet, parce que c'est quelque chose. Pour ceux qui disent la jeunesse est pourrie, eh ben, vous allez voir ça vous remettra les idées en place. Un auditeur, une auditrice dit, mais pourquoi êtes-vous si maladroit avec la liste de Villiers? Un autre dit, mais qu'est-ce que vous avez contre De Villiers? J'ai rien du tout, au contraire. D'abord, je suis un des rares à inviter régulièrement les représentants de M. De Villiers. Deuxièmement, j'ai dit la semaine dernière que moi je serais très content qu'il y ait beaucoup d'élus de la liste de Villiers sur les places qui resteront après que les candidats du Front National auront été élus. Ça me paraît très bien. Et puis, d'autre part, j'ai beaucoup de sympathie, au contraire, pour la liste de M. De Villiers, parce que elle démontre parfaitement l'incurie absolue, et là, oui, de M. Pasqua. Parce que M. Pasqua, il a suscité, armé, financé, entretenu la liste de Villiers contre le Front National. C'est un coup qui a été monté contre le Front National. C'est la liste de Villiers est au Front National ce que le Canada Dry est au whisky tonic. Bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit bien aujourd'hui. En réalité, il apparaît que la liste de Villiers ne prend pas une voix au Front National. Pas une voix. Parce que les électeurs du Front National ont bien compris. En revanche, elle est en train de faire des ravages au sein de la liste de M. Baudis, au point que M. Baudis a complètement perdu son sang-froid. Il est allé jusqu'à insulter ce pauvre de Villiers en disant qu'il était exclu, il s'était exclu lui-même de la majorité, et que M. Giscard d'Estaing a fait un incroyable numéro dans lequel il a traité Monsieur de Villiers de dindon dindonnant. Alors, moi, je les laisse se démerder entre eux. C'est leur salade, ça me regarde pas. Mais je dois dire que j'aime bien Monsieur de Villiers, parce qu'il est sympathique, il est royaliste, il est d'extrême droite, faut bien dire la vérité. Il le crie pas trop fort, parce que c'est pas très bien vu en ce moment, et qu'il a peur d'avoir des soucis. Mais je l'aime bien. Je l'aime moins que Le Pen, mais je l'aime bien quand même. Donc, je n'attaque pas M. De Villiers, pas plus que je n'attaque M. Pasqua, qui, comme je l'ai dit la semaine dernière, est un homme parfaitement recommandable. La preuve, j'ai appris ça après, c'est que M. Pasqua a été nommé membre d'honneur du Mossad. Et vous pensez bien que le Mossad ne va pas s'amuser à nommer membre d'honneur quelqu'un qui ne serait pas d'une parfaite rectitude morale. Donc, il y a un très bon adjoint, Patrick Gobert. Voilà. Et donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont parfaits. J'aime Pasqua presque autant que Villiers. Voilà. Mais je préfère Le Pen quand même. Ouais. Enfin, il faut quand même pas oublier que la liste de Villiers est signalée comme étant celle qui dépense le plus d'argent, et que M. Goldsmith a mis dans cette affaire, soi-disant, 5 milliards. Bon, quand on sait avec quels moyens nous battons, avec quels moyens nous nous sommes battus par le passé, et que ce type sort 25 millions de journaux, un numéro d'un journal tricolore,
à 25 millions d'exemplaires. Et qu'y a-t-il dans ce journal? Le programme du Front National, présenté par Monsieur De Villiers. C'est-à-dire que les mêmes choses que nous disons, pour ne pas les faire une fois qu'ils seront élus. Parce que s'ils sont même élus à 4 ou 5, que feront-ils au Parlement européen? Alors que si nous avions une dizaine de députés en plus de ce que nous allons avoir, nous représenterions une véritable force, et une force qui pourrait réunir tous les nationalistes d'Europe. Je trouve que c'est proprement honteux. D'ailleurs, quand Monsieur De Villiers nous crache au visage ou nous rejette avec mépris, j'ai presque envie de prendre mon téléphone et de lui téléphoner en disant: mais qu'est-ce que tu as, mon petit pote, contre ce que tu appelles l'extrême droite? Au moment de l'Algérie française et de l'OAS, j'étais en prison avec ton papa. Alors il faut quand même pas continuer la plaisanterie. Mais tous ces gens font le jeu de l'adversaire, ils font le jeu de la gauche, ils font le jeu des mondialistes. Ils ne font que le jeu des mondialistes. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas d'accord, hein? Il y a quand même une chose de rassurante sur la liste de Villiers, c'est qu'on a appris que M. De Villiers avait décrété d'interdiction M. Charles de Gaulle, le petit-fils, au motif qu'il était trop nul. Moi, j'ai vu les affiches. C'est une belle revanche. Je suis resté quand même en arrêt pendant un long moment devant les affiches, parce qu'on voit Philippe de Villiers, dessous Jimmy Goldsmith et dessous Charles de Gaulle. Je trouve ça gonflé. Ils auraient pu mettre Charles de Gaulle en premier quand même. Hein? Je savais pas qu'il était revenu d'ailleurs. Moi je croyais qu'il était resté à la boisserie. Enfin bon, donc il reprend le collier. Roland Gaucher, bonsoir. Je suis pas sûr que je ne préfère pas Jimmy Goldsmith au petit-fils de De Gaulle. Pour l'usage que j'en ai, ça me laisse. Moi le seul personnel. Souvenir que j'ai du fils de Gaulle, c'est quand il jouait au flipper. Moi j'ai un mauvais souvenir du père, parce que oui, mais une fois dans ma vie j'ai voté pour lui, et je me suis dit, dis donc, là t'as fait une connerie monumentale. C'était un peu avant les histoires d'Algérie. Bon, et ça, je ne me le suis jamais pardonné. Attendez, je reste la chance que Gaucher a voté pour le général de Gaulle. Oui, mais c'est vrai, je bats ma culpe. C'est pour ça qu'il alors, Roland, tu ne fais pas que des bêtises, puisque tu viens d'avoir une idée dont je ne me remets pas de ne pas l'avoir eue avant toi. C'est de publier un numéro spécial du Crapouillot, magazine non conformiste dont tu es le directeur, et qui s'intitule Mitterrand, la vérité sur l'Observatoire. Ouais. Alors, c'est la première fois, il faut le dire, qu'un document exhaustif... Absolument. Mais c'est pas tellement une idée, c'est une piste. C'est-à-dire que j'ai eu, disons, la chance... par intermédiaire que je ne nommerai pas parce qu'il y a le secret professionnel qui joue, d'avoir toute la documentation exhaustive concernant le dossier de l'affaire de l'Observatoire, tous les interrogatoires, les questions posées aux témoins, aux témoins, aux inculpés, à Mitterrand, à Pesquet, à Dahuron, à Péquillot, etc., les déclarations, les questions des avocats, les questions du juge d'instruction qui a été abordé un grand magistrat, M. Braunschweig, et que nous avons donc réuni alors que toutes ces pièces ont disparu des archives du ministère de la Justice. Alors, donc c'est la première fois que ces pièces-là sortent. En deux mots, Roland, oui. Parce que je me suis aperçu, c'est une affaire sur laquelle j'ai travaillé beaucoup et longtemps. Oui, je sais que tu as suivi cette affaire très longtemps. Et je me suis aperçu que la plupart, beaucoup de gens, mais même des gens de nos générations, des quinquagénaires, des sextas, des septuas, etc., ne savent absolument pas de quoi ils retournent. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que l'affaire de l'Observatoire? Eh bien, l'affaire de l'Observatoire, c'est une affaire qui s'organise entre un monsieur qui s'appelle monsieur Mitterrand, qui fait donc, à l'époque, c'est en 59, partie de l'opposition, et qui rencontre un monsieur Pesquet, dans les couloirs du palais de justice, lequel est un ancien membre du mouvement Poujade, et est ce qu'on peut appeler un ultra de la cause de l'Algérie française. Alors, ils parlent entre eux, ils se voient, et entre eux, il est convenu
Pesquet dit, en gros, je résume, hein, Pesquet dit à Mitterrand, bon, voilà, vous êtes en grand danger de mort, il va y avoir une opération qui va être menée contre vous. En attentat, la façon de contrer ça, c'est de faire un faux attentat. Mitterrand entre dans la combine, et il y a donc, il se revoit, et l'opération est montée près du jardin de l'Observatoire, et elle est montée avec donc Pesquet, qui est dans une voiture qui suit celle de Mitterrand, lequel Mitterrand sait que la voiture de Pesquet le suit, et dans la voiture de Pesquet, il y a aussi un nommé d'Ahuron qui a une mitraillette. Et arrivé devant l'observatoire, il y a un peu de cafouillage parce qu'il y a une autre voiture qui se présente, on fait un nouveau tour, et puis finalement Mitterrand sort de sa voiture, saute par-dessus la barrière du jardin, se planque dans les fourrés, et la voiture qu'il suit, donc Pesquet et l'autre, tire une rafale de mitraillette à son emplacement sur sa voiture, comme s'ils avaient l'intention de le tuer. Bon. Alors là, énorme scandale, alors, médiatique. Manchette partout, interview de Mitterrand par Janco, pour le compte de l'Express, grande manchette dans l'Humanité, l'attentat contre un homme de gauche, etc., etc. Hein, tout ça fait un bruit, ça fait un bruit terrible. Et puis, entre-temps, le nommé Pesquet, il a envoyé une lettre qu'il a fait déposer par huissier dans laquelle il raconte toute l'affaire. Et à partir de ce moment-là, le scandale commence. Il faut dire précisément, Roland, qu'avant même l'opération, dès qu'il a l'accord de Mitterrand, Pesquet rédige une lettre dans laquelle il raconte toutes les péripéties de l'attentat et il l'envoie poste restante. Oui, c'est ça, oui. Et donc après l'attentat, il est arrêté, il se rend chez le juge d'instruction et il lui dit, monsieur le juge d'instruction, accompagnez-moi poste restante, je vais vous montrer quelque chose. Récupérer effectivement et donc en quelque sorte Mitterrand est pris sur le fait. Alors là, il n'y a aucune contestation possible sur la réalité de son adhésion à l'affaire. Simplement, derrière cette affaire-là, ce qui pourrait servir un peu, disons, d'alibi à Mitterrand, c'est que il a pu craindre effectivement qu'il y ait réellement un attentat qui soit monté contre lui. D'un autre côté, il a rendu des services aux gaullistes, car il a étouffé, quand il était ministre de la Justice, il a étouffé l'affaire du bazooka. Bon, voilà, en gros, la situation telle qu'elle se présente. Et dans mon avant-propos qui est très bref, et j'ai tenu d'ailleurs que dans ce numéro, il y ait uniquement les pièces du dossier, pas de polémique, simplement des chapitres et puis des intertitres pour faciliter la lecture des gens qui consulteraient ce numéro, parce que des fois, bon, ça peut être un peu ardu, il y a des répétitions dans les questions qui sont posées au cours des interrogatoires. J'ai donc essayé de simplifier et de clarifier les choses, mais en dehors de cela, il n'y a pas de commentaires, il y a les faits bruts. Et les faits bruts sont évidemment accablants. Et la chose que je me pose, quand même, parce que je me suis beaucoup interrogé sur cette affaire, c'est que je me demande comment un type comme Mitterrand a pu marcher avec un monsieur qui s'appelait Pesquet, qui était une espèce d'arnaqueur, qui voit 2-3 fois, et il entre dans une combine gravissime avec pratiquement quelqu'un qui n'est pas de son parti, qui n'est pas de ses idées, et qu'il ne connaît pratiquement pas. On parle pas de Tapie, là, on parle de Pesquet. Hein. Non, mais justement, à la fin, je parlerai de Tapie, et je dis l'explication, c'est que, il a sans doute un goût pour les voyous, et que, bon, ça se reproduit 30 ans après avec nommé Tapie, qui va passer ce soir à la télévision dans un débat avec Le Pen. Alors, dans une heure. Voilà, et ça quand même, c'est la chose. Il y a, à mon avis, un mystère, parce que moi, je ne m'imagine pas. Bernard-Henri Lévy vient me trouver au Rocard,
et il me propose un coup pareil, jamais je ne marcherai dans une opération comme celle-là. Surtout, permets-moi de te le marcherai dire. peut-être dans un vrai attentat, pas dans un faux, mais sûrement pas avec des gens qui sont d'une autre tendance En plus, que moi. permets-moi de te dire, Même Roland. déjà, je suis très méfiant vis-à-vis de mes propres amis, parce que des fois, ils parlent un peu trop. Permets-moi de te dire, et ceux qui te connaissent me comprendront, que te savoir avec une mitraillette dans les mains, même, et je dirais presque, en raison même du fait que tu promets de tirer à côté, c'est quelque chose de très inquiétant. Oui, absolument. Alors, cela dit, bon, on n'a plus le temps là, mais c'est un numéro formidable, et c'est vraiment un numéro historique. Ah, c'est un numéro historique, Et c'est un alors, dossier. il est très bien illustré, il y a beaucoup de Oui, documents, et il y a un beaucoup. document sur lequel je vais conclure, parce que c'est à l'attention de ceux qui croient qu'il y a des choses nouvelles sous le soleil. Voilà, c'est un extrait de l'Aurore, et le titre est le suivant. Soutenu par la Ligue des droits de l'homme et le comité Audin, c'était un comité qui était contre la torture en Algérie. Oui, absolument. Soutenu par la Ligue des droits de l'homme. C'était les intellos de gauche, voilà. Voilà. Monsieur Mitterrand accuse Le Pen d'avoir machiné son Oui, bien attentat. sûr. Il y a Le Pen, il y a Biaggi, Voilà. il y a... Bon, Voilà, il faut lire ce numéro du Crapouillot. L'adresse, Roland, où on peut se le procurer? Eh bien, c'est 21 rue Tronchet, siège du Crapouillot, puis naturellement, on le trouve dans les kiosques dès aujourd'hui à Paris, et puis on le trouvera en province dès demain. Merci.